écoutez, merci à tous de vous rendre présents ce matin pour la conférence qu'on souhaitait vous proposer autour des outils pour les administrateurs de biens. Ça fait partie des conférences qu'on a l'habitude d'organiser chez Inch. On fait ces conférences de manière assez régulière, à peu près tous les trimestres. On a eu des conférences précédentes sur les questions de la satisfaction client, sur le recrutement. On en a fait aussi auparavant sur les intégrations entre les systèmes et on avait fait aussi sur les emails. Vous pourrez retrouver d'ailleurs toutes ces vidéos, si ça vous intéresse, sur la chaîne YouTube que Inch vous propose. Donc aujourd'hui, on fait une conférence spécifique autour d'un thème assez intéressant qui est les outils pour les administrateurs de biens, gestionnaires immobiliers, bailleurs sociaux. Cette conférence s'applique à toute personne qui a pour occupation une amélioration, une maintenance d'un parc immobilier. Pour la conférence d'aujourd'hui, on a différents participants qui seront avec nous. Je vous propose de vous les présenter. Je vous donnerai quelques détails ensuite de fonctionnement et puis on fera un petit propos introductif sur ce sujet-là. Alors, pour ce qui est des présentations, on a essayé de vous réunir des intervenants qui connaissent parfaitement cette industrie immobilière et parfaitement les logiciels de l'industrie immobilière et qui vont certainement nous aider à répondre à cette question principale qui est de savoir si le logiciel idéal n'existe pas, alors quelle est la meilleure solution qu'on pourrait retenir. Alors, pour nous aider dans cette démarche, on a déjà proposé à Simon de participer avec nous. Simon est consultant au sein d'un cabinet qui accompagne de nombreux professionnels sur les sujets de la gestion immobilière et notamment le choix des outils. Simon travaille pour le cabinet Artimon, qui est un cabinet de conseil en technologie. Et ce cabinet de conseil en technologie regroupe aujourd'hui à peu près 130 collaborateurs. C'est quand même une belle boutique. Et 630 collaborateurs qui sont aussi des professionnels qui travaillent au quotidien avec, donc on le disait, des administrateurs de biens, des property managers, des bailleurs sociaux. Donc, il y en a tout un tas qui travaillent avec nous. Simon, je ne sais pas si on peut donner quelques noms ou Simon, je te laisserai peut-être réagir sur ceux sur lesquels on peut communiquer, mais vous avez aidé en tout cas de nombreux professionnels dans l'industrie. Oui, bonjour Thibaut et bonjour à tous. Effectivement, chez Artimon, on est spécialiste des projets de transformation dans l'immobilier. Et voilà, on a eu l'opportunité d'accompagner effectivement plusieurs acteurs du secteur dans l'administration de biens, à la fois des très grands, on peut citer Emeria, mais aussi des cabinets de taille plus modeste ou plus régionale. Je pense au cabinet Gallio notamment. Et puis, on intervient aussi pour les principaux acteurs du property management en France. Voilà, et on les aide classiquement, on a la panoplie classique des cabinets de conseil en management et en organisation. On les accompagne sur leurs projets de la stratégie opérationnelle, je dirais, la définition de feuilles de route, jusqu'à la conduite du changement, en passant évidemment, comme tu l'as fort bien rappelé, par l'assistance au choix d'outils. Voilà, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bon, je pense que tu auras plein de choses à nous apprendre, Simon. En tout cas, merci de te rendre présent. Parmi les solutions que vous pouvez conseiller, il y en a certaines qui doivent appartenir au groupe DL Software, qui est représenté aujourd'hui par Yves Sanchez, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Alors, Yves, on en parlait un peu dans le propos introductif. Tu disais que, en tout cas, on disait que tu faisais partie de l'histoire des logiciels de l'immobilier, parce que ça fait quand même pas mal de temps que tu accompagnes des professionnels, à la fois lors de tes expériences passées chez Sropa Steria, c'était plutôt des bailleurs sociaux, je crois, et puis maintenant, tu accompagnes ce grand groupe d'édition de logiciels qui est DL Software, qui a, si mes informations sont bonnes, plusieurs business units, comme on dit, une dans la santé, une dans la logistique, une dans la construction et une dans l'immobilier. Et pour donner des petits chiffres comme ça, je crois que rien que pour la gestion immobilière, le groupe DL Software, c'est quasiment 300 collaborateurs, même un peu plus. Oui, 380 collaborateurs, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'instant. Et vous accompagnez donc aussi ces professionnels sur les métiers on peut-être moins abordés aujourd'hui, mais qui sont des métiers aussi très présents dans l'immobilier, en tout cas qui vont avoir besoin d'accompagnement dans les prochains mois, les métiers de la transaction
Et s'il faut citer quelques outils qui font partie de la galaxie DL Software, GRCOP, Crypto, Progetis, Egide, et puis Casap, on visite aussi, et forcément AC3 sur la transaction. Est-ce que c'est une présentation fidèle du groupe? C'est tout à fait fidèle. Donc, effectivement, je suis aussi le dinosaure, peut-être autour de la table, puisque ça fait près de 30 ans que je travaille dans l'édition de logiciels sur l'immobilier essentiellement, quoi. Voilà. Je n'ai pas fait que du Sopra, j'ai aussi travaillé longtemps chez Foncia et chez Citia. Bah, en tout cas, Yves, tu nous fais le plaisir d'être avec nous et merci d'être là. On a aussi la chance d'avoir Rémi. Alors, Rémi a quelques années et quelques heures de vol dans l'industrie. Rémi, c'est un peu celui qui fait tout, quoi. C'est un peu les hommes orchestres qu'on peut voir. Rémi sait tout faire. Il a fait déjà plusieurs boîtes dans l'immobilier. Je pense, Rémi, à ce que tu as pu construire avec, parce qu'on voit derrière Résidé Click. Qui était certainement peut-être pas en plus ton premier projet, mais qui est toujours ce réseau pour les occupants, sur lequel ensuite tu as construit une offre à destination des copropriétés bénévoles. Et maintenant, tu diriges cet outil pour les professionnels de l'immobilier qui est Copromatic et qui les accompagne sur principalement des sujets de copropriété aujourd'hui. Et vous êtes une équipe de plusieurs développeurs. Vous avez la capacité à intervenir de partout en France. Et pour se côtoyer sur certains sujets clients, vous accompagnez plutôt comment on peut dire, les entrepreneurs innovateurs du métier, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Les syndics qui ont envie de faire les choses un petit peu différemment, etc. Ouais, tout à fait. Et ben, donc écoute, voilà, j'ai pas 30 ans d'expérience comme Yves, j'ai 34 ans. Donc j'ai tardé à me lancer dans l'immobilier, mais voilà, j'essaie de m'appliquer à essayer de faire bouger un peu les choses. Tout à fait. On aurait pu commencer à 4 ans. Ouais, mais c'est ça, mais je regrette, j'en veux à mes parents. En tout cas, ce qu'il y a de bien avec Rémi, c'est que on pourra t'interroger sur l'aspect à la fois stratégique et organisation, mais aussi toi, tu développes. Donc, les sujets, tu les pratiques au quotidien en tapant sur ton clavier, quoi. Ouais. On a aussi la chance d'avoir Ronan avec nous. Donc, Ronan travaille dans une start-up, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça une start-up aujourd'hui. C'est plutôt une entreprise de technologie qui accompagne les professionnels dans la visite des états des lieux, la constitution des états des lieux, les états des lieux 3D. La société Check and Visit a eu des investissements significatifs pour transformer ce métier dans lequel il y avait des acteurs depuis pas mal d'années. Et vous êtes arrivé avec une solution hyper avancée qui a permis, on l'a compris, de constituer et d'acquérir des parts de marché très significatives. Et donc, Ronan, toi, tu es plutôt un peu le challenger. En tout cas, tu viens sur une offre produit pour une problématique spécifique. Oui, absolument. Alors, bonjour tout le monde. Merci Thibaut de m'accueillir. Donc, ouais, c'est ça. Donc, au-delà de l'état des lieux, maintenant, on va plutôt dire qu'on fait de l'inspection de façon plus générale, que ce soit de l'état des lieux ou de l'inspection après plus technique, que ce soit pour des logements, des copros, des parties communes. Et puis, donc, on a un petit historique seulement de 5 ans d'existence sur le marché. Mais voilà, on commence de plus en plus à prendre nos marques, à s'installer. L'équipe grossit. Et puis, on est capable d'intervenir sur une grosse partie du territoire aujourd'hui français. Et Check and Visit et Inch, on se côtoie notamment dans une initiative qu'on pourrait d'ailleurs élargir, qui s'appelle la famille des gestionnaires, qui est un groupement de plusieurs acteurs de technologie qui équipent les professionnels de l'immobilier, dont Check and Visit fait partie. Et je crois que demain, il y a un événement aussi à Marseille, puisque cette famille des gestionnaires fait son tour de France et demain s'installe à Marseille. Tu peux redonner peut-être l'adresse, Ronan, et le lieu pour les Marseillais qui nous suivraient? Alors, tu me prends un petit peu de cours, mais je pourrais la redonner. Tu pourras la redonner. Bon, en tout cas, c'est à Marseille et on enverra peut-être en lien l'événement. Et puis, on a Nicolas aussi qui nous fait le plaisir d'être là. Alors, Nicolas, c'est la pratique. Nicolas, toi, tu diriges un groupe immobilier qui est le premier groupe franchisé de Century 21.
Vous êtes principalement dans les départements de l'Aube, mais c'est près de 400 collaborateurs, je crois, qui travaillent à tes côtés sur tous les métiers de l'immobilier, à la fois la transaction, la gestion immobilière, la copropriété. Et tu nous expliqueras un peu ta stratégie, etc. Mais vous êtes en tout cas des acteurs locaux et ancrés sur le territoire. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Merci de me recevoir. La présentation est parfaite. J'ai rien de plus à rajouter. Bon, bah écoute, tant mieux, c'est que mes notes devaient être plutôt bonnes. Merci pour ça. Je vous propose qu'on bascule sur un petit propos introductif et puis ensuite, on attaque directement le vif du sujet avec toi, Simon. Je vous fais le petit sujet de cadrage. Je vais être très rapide, très succinct. Et puis d'ailleurs, si vous voulez réagir, on le fera avec plaisir. Vous voyez toujours mon écran, vous voyez certainement vos visages apparaître. C'est le cas? Tout à fait. Eh bien, écoutez, je commence par un sujet qui n'est pas forcément des plus réjouissants, mais je vous partage un constat qui est que dans l'ensemble, les professionnels de l'immobilier sont un petit peu en retard. Alors, c'est un truc qu'on répète depuis des années dans plein de conférences, mais on commence à pouvoir mettre des chiffres dessus, notamment par l'intermédiaire d'un indicateur qui s'appelle le NPS. En anglais, c'est Net Promoter Score. En français, c'est l'indice de recommandation client. On pourra vous partager la méthodologie qui est employée pour calculer cet indice. Mais c'est un indice qui est intéressant parce que il est transsectoriel, il peut être travaillé par différentes entreprises et d'ailleurs, chacun peut se l'appliquer. Et il permet un peu de savoir si une profession, un acteur économique, voire même un collaborateur, est-ce qu'il fabrique des promoteurs ou des détracteurs. Alors, on donnera à peu près l'échelle où il faut se situer pour être fabricant de promoteurs, mais c'est plutôt à partir d'une moyenne de 30. La gestion immobilière, on est plutôt dans les bas-fonds, on est plutôt aux alentours des moins 46. Et en fait, on est très, très loin de ce que d'autres industries de services qui, elles, ont peut-être déjà fait leur mutation. Je pense au e-commerce, au tourisme, à la santé, à l'assurance. Ont déjà fait un certain nombre de mutations, ont déjà adopté un certain nombre d'outils et donc elles permettent de fabriquer des promoteurs de manière de plus en plus significative. Et je pense que c'est un premier indicateur intéressant à regarder ensemble pour ensuite dérouler notre présentation, dans le sens où c'est l'incarnation même de ce qui est important pour les gestionnaires immobiliers, à savoir le bouche à oreille. Donc ça, c'est un peu la sentence, c'est de se dire on est déjà super en retard, il y a d'autres secteurs qui ont déjà évolué, et comment nous, on pourrait peut-être arriver à faire aussi bien. Une des raisons, ce n'est pas l'unique raison, mais une des raisons que Inch perçoit sur le retard qui a été pris, c'est lié en fait aux technologies. Tout n'est pas sujet de technologie, mais on verra dans la présentation d'aujourd'hui que dans les sociétés de services, la technologie commence à être un sujet important. Et en fait, les professionnels immobiliers ont adopté de la technologie depuis un moment, mais pas toute la technologie. Ils ont adopté au fur et à mesure, sur ces 30 dernières années, les différentes évolutions de l'informatique, de l'éditique, de la bureautique, maintenant du cloud. Toutes ces évolutions, les acteurs qui sont présents aujourd'hui pourront en attester, c'est des choses qui ont été adoptées. Là où peut-être la profession a pris un retard ou peut-être un virage qui n'a pas été adopté par la profession, c'est sur toutes les thématiques plutôt front office, de relations clients, relations fournisseurs. Les thématiques back-office ont plutôt été bien bossées. Il n'y a pas de problème. La compta est bien tenue dans l'ensemble dans l'industrie. La gestion documentaire, ça marche plutôt bien. Mais on se rend compte qu'il y a un décalage par rapport à ce que les autres industries, les autres secteurs, assurance, santé, ont pu adopter. Et il s'avère que ça peut poser des problèmes parce que les interlocuteurs, les clients qu'on a quand on fait l'administration de biens, ils sont aussi clients de la santé, ils sont aussi clients du tourisme, etc. Et donc, ils perçoivent bien que dans l'immobilier, il y a un problème. Ils perçoivent bien qu'ils ne retrouvent pas les mêmes expériences clients qu'ils peuvent avoir dans d'autres secteurs. Donc, ça génère des frustrations, à la fois forcément des consommateurs qui ne peuvent plus faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, échanger comme ils le souhaitent, avoir de l'information en temps réel, pouvoir évaluer les prestations. Ça, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas facilement faire dans l'immobilier de gestion. Et ça peut frustrer aussi vos collaborateurs qui ne vivent pas dans des laboratoires. Quand ils quittent leur environnement de travail, ils sont de nouveau, eux, clients de la santé, du tourisme et d'autres secteurs, et ils perçoivent bien que ça ne se passe pas exactement de la même manière. Et ils ont certainement aussi des amis, des collègues, des anciens collègues qui sont passés dans d'autres secteurs et ils voient que les technologies ne sont pas adoptées de la même manière. Donc, ces décalages-là peuvent créer des frustrations et ces frustrations ont forcément un impact business.
Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette conférence, c'est parce qu'on se rend bien compte que derrière ces frustrations, on a des problèmes de réputation, parce qu'on n'arrive pas à proposer des expériences clients intéressantes. On a des problèmes de turnover, parce que les collaborateurs trouvent le métier trop difficile. On leur demande un peu de labourer les champs à la pioche. Alors, pas toujours, mais pour certains professionnels, c'est le cas. Et sans surprise, en 2023, ils cherchent plutôt à trouver des métiers moins difficiles, moins pénibles. Et puis, parfois, les outils aussi permettraient une meilleure automatisation et une meilleure productivité pour les acteurs dans l'ensemble. Donc, ce qu'on souhaite à la profession, et pour terminer ce propos introductif, c'est d'essayer de faire aussi bien que les autres secteurs qu'on a décrits précédemment et tout simplement essayer de passer de gauche à droite pour essayer de proposer des nouvelles expériences peut-être plus avancées pour les clients et les collaborateurs. Essayer de structurer davantage ces interactions, essayer de fédérer peut-être un peu plus les outils. Je ne sais pas si un jour on arrivera à faire aussi bien que ce qu'ont pu faire des acteurs comme DHL, Chronopost, Amazon, etc. Mais en tout cas, technologiquement, aujourd'hui, il semblerait que ça soit possible. Donc, pour aller dans le vif du sujet et puis pour renseigner les personnes qui participent à cette conférence, je voulais commencer directement par finalement Simon. Côté Artimon, toi qui accompagnes de si nombreux gestionnaires à travers la France, dans ces arbitrages-là, comment toi tu perçois la question du système d'information et quels sont les éléments importants pour un professionnel de l'immobilier à avoir en tête quand il va réaliser des choix de technologie ou il va s'équiper en technologie? Tout à fait. Bah, écoute, déjà, Thibaut, je voulais te dire qu'effectivement, nous, on partage ce constat-là. Tu as prononcé le mot de système d'information, effectivement, par rapport à cette question du tout en un ou du meilleur de chaque segment. Effectivement, on n'aborde pas tout à fait cette question sous cet angle-là en général avec nos clients, puisque tu l'as bien dit historiquement, sur toutes les fonctions back-office dans l'administration de biens, l'outillage a commencé par là, et on est plutôt là sur des choses assez intégrées. Et on a effectivement aujourd'hui une préoccupation, tu l'as bien rappelé, d'amélioration plutôt des parties qui touchent au front office. Et je pense que le vent de la PropTech fait bouger les choses sur ces sujets-là, avec les sujets d'amélioration de service client, d'orientation plutôt vers le service, et finalement de récolter aussi les promesses de la digitalisation. Donc ça, c'est une préoccupation qu'on retrouve chez la plupart de nos clients, quelle que soit leur taille. Et quand vient le moment du choix d'outils, nous, chez Artimon, notre credo, c'est pas tellement d'aller plaquer finalement quelque chose et de se dire on a un outil idéal ou on a une solution parfaite, parce qu'on ne pense pas que ça existe vraiment sur le marché. Et en fait, tant mieux, puisque l'objectif pour nous, c'est plutôt de faire prendre conscience à nos clients que c'est pas juste un projet, juste un outil, une transformation du système d'information, mais c'est bien de l'utiliser comme un levier de transformation de l'entreprise, parce que pour atteindre, effectivement, comme tu dis, améliorer cette expérience client et aussi cette expérience collaborateur, c'est pas simplement un changement d'outil. Pour nous, ça doit se baser effectivement aussi sur créer un écosystème qui permet le changement, qui permet de s'adapter au changement, qui permet de mener des projets. Et ça veut dire transformer pas uniquement les outils dans la boîte, ça veut dire aussi transformer, et ça c'est plus compliqué en général, la manière dont les gens travaillent, les process, la manière dont ils réfléchissent. Et ça prend un peu plus de temps. Et ça suppose aussi de s'appuyer sur une vision. Et donc, ça suppose de faire le lien entre finalement la vision stratégique ou la volonté de changement que peuvent avoir les dirigeants, qu'on retrouve souvent chez nos clients, qu'encore une fois, quelle que soit la taille de la structure, et puis la réalité concrète et la transformation sur le terrain dans les organisations. Et donc, nous, notre rôle, il est là, de mettre de l'huile dans les rouages à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une situation que vous retrouvez souvent, mais est-ce que les dirigeants de cabinet ou de cabinet d'administration de biens, dirigeants de sociétés de property management, des bailleurs sociaux, justement, ces dirigeants, ils ne sont pas un peu trop présents parfois dans ces arbitrages pour certains d'entre eux? Alors, c'est une option qu'on n'a pas encore évoquée aujourd'hui, mais certains se disent les outils, c'est tellement important que je vais le faire moi-même, quoi.
Alors ça, c'est encore un autre débat, effectivement. Ça pourrait faire, comme on se le disait, une autre conférence, de savoir s'il faut faire soi-même ou acheter ce qui existe. Pour revenir à la question initiale, qui est de dire la place des dirigeants, effectivement, c'est un des écueils qu'on retrouve fréquemment dans les projets. C'est une des difficultés dans ce type de projet, c'est d'arriver à avoir le bon dosage entre finalement la vision portée par les dirigeants et la volonté portée par le haut de l'entreprise et l'expérience et le retour du terrain et la nécessité dans les projets de s'appuyer sur les utilisateurs, les gens qui sont vraiment utilisateurs, et de repartir le plus important du besoin. C'est-à-dire qu'il faut faire se rencontrer une vision stratégique, une volonté effectivement d'améliorer le service client, de transformer la boîte, et finalement de ne pas oublier au passage les besoins à la fois des clients finaux bien sûr, mais aussi des besoins des collaborateurs qu'on peut aussi et qu'on doit aussi, à notre sens, voir comme des, comme des clients internes. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la profession fait face aussi à des grosses tensions sur le recrutement, sur beaucoup de profils. Je pense aux comptables, vendants, mais par exemple, mais pas que, et que finalement les outils qui vont être utilisés, qui vont être proposés aux collaborateurs, ça devient aussi un argument de recrutement. Donc voilà, il faut arriver à trouver, et c'est tout l'art de ces projets-là, à trouver le bon équilibre justement entre une vision par le haut, je dirais, avec une volonté de transformation, et la réalité du terrain et les besoins et attentes du terrain. D'ailleurs, enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, Simon, toi qui vois tellement de sujets, de choix, d'arbitrage, d'outils informatiques, c'est quoi les erreurs classiques que tu vois Alors, c'est intéressant de regarder peut-être typologie de client, parce que ce n'est pas Ouais. forcément les mêmes erreurs, ce n'est pas forcément les mêmes moyens, mais si tu devais un peu catégoriser tout ça, dans quel panneau tombent tous les professionnels à chaque fois? Alors, peut-être pas tous, mais Non, qu'est-ce quand même pas. Effectivement, je pense que si je devais rapidement dresser un portrait des points de vigilance, ou en tout cas des erreurs, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas plutôt des choses qui viennent freiner les projets ou qui viennent un petit peu complexifier les projets, je distinguerais quand même 3 typologies d'acteurs quand même dans l'administration de biens. Je dirais on a des réseaux leaders nationaux, on a des intermédiaires challengers, et puis on a des petites structures en croissance bien souvent. Le challenge, à mon avis, la difficulté pour les leaders nationaux, c'est justement ce que je disais à l'instant, ce bon dosage entre vision stratégique, vision métier, et cette bonne courroie de transmission entre la vision stratégique et les résultats sur le terrain, et d'arriver finalement à traduire en action cette vision stratégique, et d'aligner tout le monde sur la transformation de l'entreprise, qui dépasse du coup le simple cadre de l'outillage. Pour les intermédiaires ou les challengers, un des écueils qu'on retrouve assez souvent, fréquemment, c'est peut-être aussi une certaine tendance à vouloir se démarquer à tout prix par l'outil ou par le choix d'outils, et peut-être à aller sur des choses qui sont, voilà, on est là aussi pour leur rappeler de temps en temps que le standard a du bon. Il y a des sujets réglementaires, ou des sujets communs, ou des sujets normés. Encore une fois, je pense à la comptabilité. Voilà, il n'y a pas nécessité toujours de réinventer la roue à chaque fois aussi. Et pour on va dire les cabinets plus en croissance, et les cabinets de plus petite taille, souvent on est dans des situations où si ce n'est un premier outillage, ou en tout cas un changement de cap, un changement de palier dans la taille de l'entreprise, qui va nécessiter de s'outiller, de prendre des solutions complémentaires. Et donc là, souvent, il ne faut pas négliger cette partie conduite du changement vis-à-vis des équipes. Ça, c'est quelque chose qui est valable partout, mais particulièrement dans ce cadre-là, quand on se retrouve face à des équipes qui n'étaient pas outillées, ou qui travaillent de manière, on va dire, un peu plus artisanale, entre guillemets, par rapport aux outils, grands outils du marché. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et comme tes prestations sont peut-être pas gratuites, mais vous le faites de manière gratuite. Non, mais la question de fond derrière, c'est à partir de quand je me fais accompagner? Il y a une taille, il y a une typologie d'entreprise pour lesquelles tu dis là, alors soit ce serait bien, voire nécessaire d'être accompagné, quoi. Pour le coup, pour nous, vraiment, chez Artium, on pense qu'il n'y a pas de petits projets, dans le sens où s'il y a une dynamique de transformation dans une structure, et s'il y a une prospective, il y a toujours un intérêt à avoir un regard critique
toujours intérêt à avoir un regard extérieur, particulièrement dans les étapes de choix de solutions. C'est souvent un projet crucial et j'ai envie de dire, pour les structures de taille plus modeste, dont ils pourraient penser que l'accompagnement, c'est peut-être pas fait pour eux. Au contraire, très souvent, le projet est encore plus crucial proportionnellement à leurs enjeux en général. Et donc, au moins un tour d'horizon du marché pour les plus petites structures, c'est toujours des choses qui sont intéressantes. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, il n'y a pas de petit projet. Quand on est sur un projet de cette taille-là, sur des projets de ce type-là, de toute façon, pour nous, encore une fois, on dépasse, et pour nous, un des critères de succès, c'est justement de dépasser cette vision purement outil et utilitariste de l'outil pour voir ce qu'il y a autour et la transformation que ça va impliquer. Donc, le regard critique est toujours intéressant. D'autant que je pense qu'il y a une grosse asymétrie d'information. En tout cas, c'est extrêmement difficile et je pense que tous autour de la table et peut-être Inch en premier, on n'a pas la possibilité de maîtriser toutes les offres fonctionnelles de chaque système, sa capacité à s'intégrer, à se connecter, etc. C'est vraiment, en plus, il faut se tenir à la page constamment. Ce qu'on voit quand même un peu se dessiner, c'est une traduction avec un outil peut-être tout en un. Et ça, on entend souvent la profession nous dire « mais moi, je veux un outil tout en un et je veux tout avoir dans le même système, avec toutes les fonctions de l'entreprise quasiment sur le même système. » Et puis, il y a d'autres approches qui vont être plutôt de dire « moi, je n'ai pas envie d'un outil qui soit tout en un. Je vais plutôt aller chercher les meilleurs outils de chaque typologie de mission ou typologie de collaborateurs. Je vais avoir un outil pour mes équipes back-office, un outil pour mes équipes front-office, un outil pour mes équipes commerciales, et avec la nécessité de faire fonctionner tous ces outils. Il y a eu peut-être un travers ces dernières années avec, dans cette dimension-là, une pluralité d'acteurs qui allait un peu dans tous les sens et c'était très compliqué pour les professionnels d'y voir un peu plus clair. Et donc, il y a des arbitrages à réaliser. Et donc, moi, je trouvais intéressant peut-être à ce niveau-là de faire intervenir Yves. Vous, ces arbitrages, cette cohérence entre les systèmes, cette approche plutôt peut-être all-in-one ou plutôt best of breed, comme on dit en anglais, les meilleurs de chaque espèce, ou au contraire, l'outil qui fait un peu tout. Comment DL apporte sa réponse par rapport à ces arbitrages-là? Comment vous voyez les choses? Comment on essaye d'apporter une réponse? Alors, on va continuer le joke puisque ça fait très longtemps que je suis sur le marché. Donc, je vous confirme que j'ai pu voir plusieurs cycles. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait pour les éditeurs de la vieille économie, éditeurs d'ERP, c'est qu'on a fait, alors on parlait de all-in-one, nous on considère qu'aujourd'hui on a fait des monstres monolithiques qui deviennent très lourds à mettre en place, très lourds à prendre en main, donc très complexes. Donc on avait la prétention de tout faire. Je pense que pour certains acteurs sur le marché, on y arrivait, mais au détriment des utilisateurs, et donc finalement avec des monstres, des mini SAP, là, enfin non, j'aurais pas dû dire ça public, mais des ERP énormes et très difficiles à mettre en place. Ça c'était le premier constat. Et le deuxième constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas aller aussi vite que le marché. C'est-à-dire que, évidemment, quand un Thibaut arrive sur le marché, quand un Rémi arrive sur le marché, vous allez très vite, vous êtes agile, vous partez du besoin du client et vous arrivez à développer des nouvelles fonctions très, très rapidement. Et ça, pour les éditeurs un petit peu historiques et éditeurs d'ERP, c'était devenu très, très compliqué. Donc aujourd'hui, nous, DL, la position elle est vraiment de casser ce monolithe et de pouvoir être plus un fournisseur d'écosystèmes, donc de développer nous-mêmes avec des labs internes ou avec des partenariats comme Inch, etc., développer des partenariats pour pouvoir fournir toujours la meilleure solution aux clients. Ça, c'est la volonté d'arriver comme ça à essayer de se caler avec le besoin client. Mais on tombe néanmoins dans un autre
dans un autre fossé, c'est que moi, j'ai eu des clients, là, on a compté l'autre fois, j'avais un client, il avait 17 systèmes en ligne. Donc, oui, on avait bien cassé le monolithe. On avait 17 systèmes eux-mêmes interconnectés avec l'extérieur, etc. Donc, on se retrouve parfois, et c'est la difficulté aussi, sur quelque chose qui devait devenir très agile et qui devient non maîtrisable. Et comment tu traites justement cet écueil du OK, trop de solutions, un système d'information trop atomique, comment tu t'y réponds? Aujourd'hui, on essaye, bien évidemment, alors avec l'aide aussi de cabinets qui aident à la transformation, on essaye de rationaliser les choses parce que souvent on arrive chez des clients qui ont fait de l'assemblage en Lego et qui se sont fait plaisir. Donc, on essaye de rationaliser les outils, reposer les process dans la structure. Ensuite, on va avoir 2 axes. Aujourd'hui, bien évidemment, on essaye d'être interopérable, mais de choisir des partenariats fiables avec des acteurs qui sont fiables pour pouvoir à minima et établir des formats d'échange de données. En fait, la profession, là, d'ailleurs, elle a de gros progrès à faire, et puis on pourrait même faire quelques conférences dessus. On est en manque de normes d'échange. Et donc, même entre éditeurs aujourd'hui, on n'arrive pas à monter de système d'échange ou de normes d'échange. C'est quelque chose qui changera certainement dans l'avenir. Donc, nous, on essaie même, puisque sur DS Software, aujourd'hui, on a une dizaine de RP, une dizaine de solutions, on essaie nous-mêmes d'établir ces normes d'échange. Et l'axe de développement pour nous, c'est plutôt d'aller sur une plateforme, une gateway d'API qui nous permettrait déjà d'avoir une gestion de tous les modules connectés de manière rationnelle et de pouvoir établir des normes d'échange. C'est ce qu'on a fait au travers de Store, etc. Enfin, on a quelques tentatives de marketplace. Toi, Thibaut, tu es dans les marketplaces chez Gercoop, par exemple. On essaie d'avoir, de formaliser nos échanges. Donc ça, c'est une première chose. Mais l'orientation qu'on va avoir derrière, et ce qui va être important, je pense, demain dans les entreprises, c'est d'être en capacité de maîtriser la data et de s'orienter client. Donc, en fait, chez certains éditeurs, on commence à plus voir le nom de la solution. On commence à voir des schémas, parce qu'on voit bien sur les dessins, avec finalement sur une rosace, avec au milieu le client, customer centric, et donc la data. Donc, je pense que ça fait partie, pour nous, acteurs de l'immobilier demain, d'une évolution qui sera assez importante, c'est d'arriver à maîtriser et homogénéiser la data pour pouvoir ensuite discuter ensemble. Voilà, donc on a quitté le monolithe, on est en modulaire aujourd'hui, on essaie de rationaliser ça avec des plateformes d'API et puis d'avancer sur la data. Écoute, merci pour tes éclairages. Je pense que vous, c'est quelque chose qui doit être pris quotidiennement, ne serait-ce que par l'éventail, et on doit quand même reconnaître, vous avez été pionnier dans ces aspects-là d'ouverture, de mise en place de marketplace. Alors, tu expliquais que c'est des choses qui étaient de toute façon en cours d'amélioration continue. Enfin, ce n'était pas quelque chose de statique, au contraire, mais je crois que le premier store pour les métiers de la gestion immobilière, c'est clairement dans le groupe DL que ça a été construit. Je voulais peut-être aussi permettre à Rémi, qui a finalement un peu le même maillot que vous, mais peut-être un peu différent. Avec la même passion. La même passion, en tout cas. Mais c'est de savoir un peu comment toi, Rémi, tu approches cette question du all-in-one, plutôt aller chercher le best of breed. Comment toi, tu opères tes choix aussi, parce que pour le coup, toi, tu es sur la machine, c'est toi qui décides des équipements que vous rajoutez et que vous enlevez, en coordination avec votre clientèle. Mais comment tu abordes cette question déjà est-ce qu'il vaut mieux pour un professionnel immobilier un outil qui fait tout ou une composante d'outils différents? Comment tu vois les choses?
Excellente question, Thibaut. Non, en vrai, je rejoins Yves, parce que moi j'ai démarré Copromatic à la base, c'était une époque où j'étais allé voir des éditeurs qui m'avaient dit ah non mais nous on fait tout. Donc j'ai fait bon bah c'est super, c'est facile de travailler avec vous puisque vous avez l'intention de tout faire. Donc j'ai grandi dans un monde où je me disais l'enjeu c'est de réussir à être interopérable, donc du coup à faire un outil qui est ouvert pour que d'autres outils puissent venir interagir les uns avec les autres, etc. Ça, en vrai, c'est ma génération. On est né sur Internet, on est né avec des outils qui ont des verticaux sur lesquels ils sont hyper efficaces. Moi, ma boîte, elle est structurée comme ça. Hein. J'ai pas un Salesforce ou un SAP pour faire tourner Copromatic. On est sur plein d'outils segmentés sur lesquels il y a énormément de valeur, bien finie, bien aboutie. Et donc après, le jeu, effectivement, c'est comment on fait pour faire vivre tous ces outils ensemble. Et vraiment sur le marché de la copro, ce qui m'avait troublé moi à l'époque, c'était à quel point du coup les syndics sont captifs, quoi. Parce qu'en gros, quand on est sur un outil all-in-one, bah, en fait pour en sortir, c'est juste impossible, quoi. Et donc finalement, ça permet pas aux syndics de profiter des innovations qu'un Inch peut apporter sur le marché, etc., quoi. Donc le jeu pour moi, c'est de réussir à faire discuter les meilleurs outils les uns avec les autres. Après, on va pas se mentir, c'est sur la dimension comptable. Il y a un moment donné, on a quand même un morceau de monolithe un peu qu'on est encore obligé de se traîner parce que commencer à segmenter le back-office comptable et tout le sens, c'est un risque, je pense. En tout cas, c'est ambitieux. Et nous, aujourd'hui, chez Copromatic, on fait le choix de préserver, on va dire, ce périmètre fonctionnel en interne et de ne pas chercher à l'ouvrir à des tiers. Mais par contre, derrière, sur tout ce qui est front office et tout, là clairement, genre, jamais de ma vie, j'ai l'intention d'être aussi bon de Inch. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je peux pas avoir des ressources et enfin, tu vois, Inch, vous avez une équipe qui est dédiée là-dessus. Tous les outils front office, il y a des boîtes aux US, il y a des boîtes. Enfin, en gros, tout le ticketing, tout l'interfaçage avec les clients. Il y a énormément de services aujourd'hui sur lesquels il y a des boîtes dont c'est le seul métier. Les mecs, ils sont 150 et en gros, ils font que ça. Et je fais à quel moment, moi, Copromatic, 14 personnes, je vais être capable de faire un outil intéressant et concurrentiel par rapport à ce qui est sur le marché, quoi. C'est juste pas possible. Et ça me semblerait juste débile de me dire ah bah si le ticketing on va le garder chez nous et comme ça mes clients ils vont avoir un outil de ticketing un peu éclaté. Et non, là l'intérêt pour nous c'est de se dire ben on se contente aujourd'hui de gérer le minimum nécessaire pour pouvoir faire tourner des copros, à savoir la comptable juridique et les bases d'AG, etc. On essaye d'être performant là-dessus pour que les syndics soient efficaces. Et après, derrière, c'est on laisse la porte ouverte pour que nos clients puissent choisir tous les outils qu'ils souhaitent sur des dimensions front office ou autres, hein, parce que ça peut être aussi sur le benchmark de charge, etc. Ça peut être sur plein de secteurs autour pour que du coup, chaque syndic, en fonction de ses besoins, de son moment, parce qu'après là, on rejoint aussi un peu ce que disait Simon sur qu'est-ce que veut faire le syndic aujourd'hui, c'est quoi son ambition, qu'est-ce qu'il est en train de construire, quelle est la vision, où est-ce qu'ils veulent aller, est-ce que c'est un cab qui juste cherche à asseoir sa petite rentabilité sur son portefeuille qu'il a, ou est-ce que c'est un cabinet qui a des ambitions de développement? Bah, les outils que tu vas chercher, c'est pas les mêmes. Et donc ben là, en fait, c'est tout l'intérêt justement d'être très ouvert et de réussir à s'interfacer facilement avec des outils extérieurs, quoi. Mais là, pour le coup, je pense que côté copropriété, je pense qu'on a des gestionnaires de copro qui nous écoutent. On a peut-être des gestionnaires locatifs qui sont peut-être pour un jour pour Copromatic, mais ce n'est pas non plus, encore tu le disais, hein, avec les ressources que vous avez, je pense que ce qui nous concerne tous aussi, c'est les difficultés de recrutement des développeurs. Enfin, on a des capacités finies et pourtant, les approches de Copromatic et même peut-être chez les bailleurs sociaux aussi, c'est des choses qui pourraient exister et peut-être de manière un peu différente de ce qui est aujourd'hui. Juste pour répondre rapidement, le sujet a l'air d'être intéressant, séduisant, permet à des acteurs qui cherchent à gagner un peu en indépendance pour pouvoir mener leurs propres choix informatiques. Mais concrètement, comment ça marche? Comment je fais pour rendre mes outils interopérables? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça tourne, quoi?
Bah, là, le truc, c'est soit on est sur de l'interopérabilité entre services, typiquement entre Inch et Copromatic, tu vois. Aujourd'hui, c'est nous, on se met autour de la table, on discute entre responsables produits pour voir quels sont les bridges qu'on est censé faire pour que l'intégration se fasse de manière efficace. Et donc là, après, c'est à nous, notre responsabilité en tant qu'éditeur, d'apporter des intégrations entre nos deux services pour qu'en fait ce soit le plus fluide possible. Et que du coup, oui, l'utilisateur final, il a deux outils. Mais à côté de ça, en fait, son expérience, la data, en gros, après, c'est la question de la donnée. Hein, c'est comme disait Yves aussi. Hein, en gros, ce que dit Yves, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Hein, il y a une question, c'est où est la donnée, comment on l'enrichit. Parce qu'en gros, si c'est pour faire vivre un set de données chez Inch, un set de données chez Copromatic, un set de données dans les 17 outils, de fait, c'est dead, ça ne marchera pas. Donc en fait, après, la question, c'est quoi la donnée qu'on a besoin de faire vieillir ensemble pour que, en gros, les gestionnaires aujourd'hui soient sur les deux outils et puissent travailler efficacement, quoi. Donc ça, après, c'est notre responsabilité en tant qu'éditeur de nous mettre autour de la table et de faire ces investissements-là pour que l'expérience soit fluide, quoi. Et après, à côté de ça, c'est là pour moi, c'est laisser ouvert l'API aussi parce que du coup, on a des clients qui développent leur propre portail parce qu'en fait, la donnée de la copropriété, elle ne doit pas être captive chez Copromatic. C'est clairement de la donnée qui est gérée par le syndic. Il faut qu'il soit capable de l'exploiter dans ses outils qu'il a envie de se développer lui-même, quoi. Et donc là, nous, aujourd'hui, on a peut-être, enfin, tous nos plus gros clients aujourd'hui, ils ont des outils qui sont développés et bridgés sur Copromatic, quoi. Donc, ils ont à la fois un peu du custom sur des outils spécifiques parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont une approche métier un peu différente, etc. Et en même temps, une capacité à venir choisir d'autres outils qui sont intégrés avec Copromatic, quoi. Donc, c'est le choix. Justement, dans ces outils, tu peux avoir des outils, là, pour check and visit, hein, je prends ton exemple, Ronan, vous équipez pas tous les métiers d'un administrateur de biens, d'un bailleur social. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez dans toutes les verticales, hein, property management, bailleurs sociaux, administration de biens. Vous, justement, vous avez ces intégrations-là. Peut-être un jour, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais il y aura des intégrations entre vos outils d'inspection et Copromatic. Dans l'intérêt que des gestionnaires auraient pour check and visit, qu'est-ce qu'ils retrouveraient en fait, pourquoi ils vous choisissent vous et quelles sont les raisons pour lesquelles ils viennent voir Ronan plutôt que d'aller voir un module d'inspection qui existe dans plein d'outils. Je pense, Yves, chez Gercob, Crypto, il y a des outils d'inspection qui existent aussi. Alors pourquoi ces clients iraient chez Ronan, quoi? Oui, bien sûr. Ouais, alors, nous, depuis la création de la société en 2018 et jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment, vraiment mis un point d'honneur à toujours mettre la technologie au centre de tout et au centre de nos services. Donc, on développe sans cesse nos solutions et on les fait vraiment évoluer en termes de processus de service. Et ça, assez rapidement. Donc, on arrive, nous, en fait, à tenir le rythme et à répondre aux attentes de nos utilisateurs parce que finalement, on n'est que sur un segment. Yves l'évoquait tout à l'heure, voilà, c'est pas la même machine qu'on fait évoluer, qu'on se le dise. Il y a combien de développeurs chez Check and Visit aujourd'hui? Si mes collègues dev regardent l'enregistrement et que je dis une bêtise, ça va être compliqué, mais c'est pas loin de 50% de la société. Et donc là, on est 80 collaborateurs aujourd'hui. Juste sur l'état des lieux. Enfin, ouais. Juste sur l'état des lieux, sur l'inspection en général. C'est ça. Donc après, il y a des vues différentes. Hein. Il y a l'application, il y a toujours le back, le front, l'état des lieux 3D, le côté R&D. Mais voilà, on a vraiment une grosse partie et la techno et le dev est vraiment hyper important pour nous. Et c'est voilà, c'est ça, à mon sens, aujourd'hui, qui va pouvoir faire que certains clients vont chez nous plutôt que chez d'autres. Et surtout, l'envie qu'on a de pouvoir les intégrer dans nos réflexions, dans nos discussions sur, OK, maintenant, comment on va faire évoluer cette solution? Monsieur le client, je vous écoute. Qu'est-ce que vous aimez bien chez nous, mais qu'est-ce qui vous manque chez nous? Et ça nous permet de pouvoir avoir des solutions qui vont se rapprocher réellement du besoin parce que moi, finalement, à part parler de l'état des lieux de toute cette législation, j'ai jamais pratiqué le métier de gestionnaire. J'ai jamais été en syndic. Donc, c'est vrai que souvent, on a des fausses vérités. Donc, il faut pouvoir les casser. Puis, c'est vraiment impliquer tout le monde autour d'une table dans cette discussion-là. Et quand, parce que l'outil le mérite, vous êtes choisi, tu vas devoir t'intégrer parce que je pense que c'est à peu près pareil. Il n'y a pas trop de sens si l'outil fonctionne de manière complètement déconnectée ou en tout cas, il a beaucoup plus d'intérêt lorsqu'il est interconnecté. Donc, tu as dû t'intégrer avec un paquet d'outils différents. Comment ça s'est passé? Si on raisonne pour les gestionnaires, quand ils sont en train de construire leur système d'information et qu'ils ont des acteurs comme toi, ils disent tiens, Check and Visit, j'aime bien, mais comment ça marche chez moi? Et
et quels sont un peu les éléments importants à surveiller pour que ça se fasse bien? Il y a plusieurs questions dans ma question, mais déjà, si tu peux nous faire un peu un petit résumé de comment se passent ces intégrations et quelles sont les recettes pour que ces intégrations se fassent dans les meilleures conditions. Alors déjà, la première chose, c'est que le sujet de l'intégration, donc à leurs différents ERP respectifs en fonction du client, c'est un sujet qui revient systématiquement, ou du moins pour on va dire nos clients un peu intermédiaires, grands comptes, où pour eux, parfois la non-possibilité de pouvoir s'intégrer à leur ERP de gestion, ça crée une certaine frustration. Ça génère des petites actions bis repetita de la part de leurs équipes, c'est-à-dire rentrer les mêmes informations sur un logement encore et encore et encore, peu importe en fait l'outil utilisé externe ou alors le prestataire à qui ils vont faire appel. Ça impose de devoir gérer manuellement le rapport au bon endroit dans l'ERP. Donc, c'est des choses, aujourd'hui, moi, je les entends, voilà, c'est mon quotidien. Et c'est même une question, en fait, au début du rendez-vous, c'est est-ce que vous êtes intégré chez un tel ou chez un tel? Faut savoir quand même que bon, beaucoup de RP aujourd'hui vont vous proposer un certain nombre d'outils. Voilà, et par obligation, je pense que Yves sera en phase avec. Donc, les ERP proposent leurs outils pour réaliser des états des lieux, pour pouvoir les mettre à disposition de leurs clients. Mais parfois, on va retrouver des outils qui ne sont pas forcément les meilleurs du marché et qui n'évoluent pas assez rapidement par rapport aux besoins, aux attentes, ou alors par rapport finalement, ne serait-ce qu'à l'évolution du mindset de certains des locataires qui sont beaucoup plus renseignés sur la législation, qui sont beaucoup plus prudents, qui font plus attention. Et qui sont qui ont plutôt tendance à assez facilement monter au créneau et puis à générer du litige de la commission de conciliation suite à une sortie. Donc, voilà en fait le sujet un petit peu intégration et les retours de nos clients là-dessus. Donc, il y a un petit pain point. Et ça peut être aussi un sujet et puis qui finalement pousse certains prospects à ne pas travailler avec nous. Voilà. Parce que ça a été dit avant, aujourd'hui, on a de plus en plus de plateformes externes. Je vais avoir une plateforme si je veux faire appel à quelqu'un pour un diag, pour un état des lieux, pour une visite immobilière, pour de la visite virtuelle, pour du suivi de travaux, etc., etc. Donc, ça rajoute une charge mentale aux équipes. Ça rajoute des identifiants et des mots de passe qu'on oublie encore et encore. Donc, ça, c'est un frein. C'est un vrai frein. Si tu m'arrêtes, Thibaut, vous prononcez depuis tout à l'heure le mot intégration et voilà, le sujet il est bien là, c'est que demain, là, on va tous se retrouver à un moment donné où on va avoir un problème sur le parcours utilisateur. Donc, effectivement, alors, nous, DL, on se rapproche même capitalistiquement de sociétés comme celle de Ronan, par exemple. On commence à avoir le problème, j'ai un catalogue, je fais de la visite virtuelle, je fais de la visite d'immeuble, je fais de l'état des lieux, je fais de la vérification de pièces, etc., etc. Et je pense que il devient important, là on vient de se rapprocher en visite par exemple, justement on n'a pas fait l'erreur de se dire on va commercialiser l'offre en visite comme ça. Notre premier souci quand on s'est rapproché avec eux, c'était de monter un partenariat et d'intégrer ça dans nos outils. C'est-à-dire qu'on ne les développe plus, parce que tu as raison, Ronan, des fois on ne va pas assez vite, etc. Mais on a intégré on a intégré la technologie pour que l'utilisateur, en l'occurrence, là c'est ImoFacile pour les transactionnaires, pour que le transactionnaire ne sorte pas de son parcours utilisateur et puisse bénéficier de ces technos. On a aussi un agenda avec Casa, c'est pareil, on s'est refusé à le commercialiser entre guillemets en standalone, et ça se fait pour notre client puisqu'on n'est pas hégémonique. Mais pour nos clients actuels, on a intégré la technologie. Donc, il va falloir qu'on intègre. Et puis, vous, au niveau des sociétés, vous allez vous retrouver, les jeunes sociétés aussi, avec l'interopérabilité, elle va être importante pour vous aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va venir vous demander de chercher des données, alors que d'habitude, vous alliez les capter pour les utiliser. Et bien, paradoxalement, demain, même Thibaut, il va se retrouver face à des clients qui vont dire « Mais attends, ton interface, je n'en veux pas, mais par contre, je veux aller récupérer tes données et ton workflow, parce que nous, on a un système plus complexe
en ligne, quoi. Donc voilà, l'intégration, ça va être très, très important. On partage ces expériences-là. Et effectivement, le premier jour, on vient vous dire non, mais votre fonctionnalité, là, je n'en veux pas, mais par contre, je veux bien les données qui me permettent d'aller chercher une fonctionnalité meilleure à côté. C'est très bien pour l'ego, ça permet de progresser. Et après, on se console en se disant, mais c'est bien parce que finalement, ils font quand même appel à nous pour avoir accès à la donnée. Mais c'est vrai que ça nous pousse en tout cas puis aussi quand il y a une compétition dans un système d'information, le rôle et la table est renversé du côté du client, quoi. C'est lui qui peut ensuite, parce qu'il fait ces arbitrages-là, pousse chacun des acteurs à livrer le meilleur de lui-même et à servir les intérêts du client. Alors, un client, on en a un avec nous, avec Nicolas. Toi, ces arbitrages-là, tu les as tout le temps. J'imagine qu'en tant que dirigeant, ils sont forcément issus d'une stratégie. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots, alors sans tout nous livrer, mais comment tu opères ta stratégie, qu'est-ce que tu souhaites construire et comment les systèmes d'information, l'IT intervient là-dedans? Oui, alors on va quitter un petit peu le monde de l'IT, je suis désolé, mais d'autant plus que c'est mon ancien métier, donc je suis passionné par ça. Mais on va reparler un petit peu expérience collaborateur et expérience client. Et je considère, sans vouloir paraphraser une célèbre banque française, qu'on est dans un monde qui bouge très vite. Et dans un monde qui bouge, il y a deux solutions, soit on bouge, soit on se fait bouger. Et c'est vraiment le monde de l'administration de biens aujourd'hui. En fait, il y a trois thèmes principaux, à mon sens, sur lesquels le monde est en train de bouger fortement. Il y a l'environnement qui bouge très, très vite, qui se complexifie fortement. Alors, je ne vais pas parler législation, je ne vais pas parler ces éléments-là, mais c'est une réalité dans le quotidien des gestionnaires. La deuxième chose, c'est les attentes clients qui bougent très, très vite aussi. Là, on va être clair, le monde de l'immobilier a pris une claque et je vais pas revenir sur les notes que tu nous présentais en introduction, Thibaut, mais il y a une réalité qui est en tout cas vécue par les administrateurs de biens qui est un peu différente, qui traduira peut-être cette satisfaction client, qui est que je suis persuadé que pour nos clients, pour nous, on est en train de passer d'un monde de vente assise à un monde de vente debout. On était en attente du client. Le client venait nous voir quand il avait une difficulté. Aujourd'hui, on est passé dans un monde de communication forte dans lequel le client attend à ce qu'on lui pousse de la communication. Donc ça, l'environnement qui bouge, les attentes clients qui bougent, et puis un monde IT qui bouge aussi fortement, parce que là, concrètement, je ne vais pas reprendre vos entreprises, mais en tout cas, sur la vision, moi, administrateur de biens, il y a une réalité, et c'est clair, ça va vous faire peut-être rire, mais je suis en train encore de former mes plus anciens collaborateurs à l'utilisation d'Excel, que je suis déjà en train d'implémenter ChatGPT dans mon entreprise. Donc, ça bouge très, très vite, quoi. Et ça, la stratégie de l'entreprise, en fait, elle est claire, elle est comment est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de simplifier au maximum deux choses, la relation client-collaborateur, et ça c'est vraiment important, comment est-ce qu'on remet nos collaborateurs sur le terrain, ça c'est un point essentiel, simplifier au maximum la relation client, et puis la deuxième chose c'est simplifier l'expérience collaborateur. Donc toute la stratégie vient de ça, et de ça elle découle donc du coup ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Je suis convaincu de deux choses, c'est que si jamais on veut aller dans ce sens-là, il faut grandir, ça c'est une stratégie d'entreprise, pour pouvoir intégrer toutes ces évolutions-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas faut pas s'éloigner du terrain, il faut garder cette proximité de manière très très forte, quoi. Et d'ailleurs, si tu dois livrer un peu toi, quand tu dois mener ces arbitrages, tu vas identifier qu'il y a, tu le disais, un monde qui bouge. Il a bougé sur un aspect de tes métiers, ça peut être la transac, la GL, la copro. Tu vois que tu n'es pas en train de rejoindre peut-être tes ambitions en termes de proximité client, qu'il y a peut-être des outils qui te permettraient de le faire. Comment tu mènes tes arbitrages? Comment ça se passe? S'il y a des administrateurs de biens qui nous écoutent aujourd'hui, comment ils peuvent apprendre un peu de la manière dont tu fonctionnes pour aller choisir les bons logiciels pour servir ta stratégie? Alors déjà, je pense aujourd'hui concrètement en introduction que la stratégie d'une boîte ne peut plus se passer de la stratégie IT. Ça c'est une certitude. Elle fait partie intégrante et je vais même au-delà de ça, c'est que souvent la stratégie IT peut aider à construire la stratégie d'entreprise. Donc c'est vraiment deux mondes qui sont conjoints. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, comment est-ce qu'on la construit?
je reviens un tout petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. À mon sens, l'essentiel, elle est dans l'expérience client, bien évidemment, mais aussi et surtout dans l'expérience collaborateur. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Alors, on a un petit peu parlé, Ronan en parlait, Yves en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a des logiciels qui sont aujourd'hui des logiciels de pointe. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'est-ce qui va faire que mon utilisateur va être en capacité d'appréhender vite ce logiciel. C'est vraiment ça, à mon sens, qui doit construire la stratégie d'une entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je viens d'un monde, moi, je suis arrivé dans l'immobilier il y a 10 ans. L'environnement IT de l'immobilier a été complètement bouleversé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'entendais dire que l'IT devait s'adapter à l'entreprise. Je considère aujourd'hui qu'on doit aussi, nous, être en mesure de s'adapter au logiciel informatique. Ça fait partie des choses qui sont importantes. S'il y a une stratégie d'adaptation de la part du logiciel, c'est effectivement être en capacité, en tout cas pour moi, on est un groupe de 15 agences réparties sur plusieurs départements. On a 150 collaborateurs en administration de biens. C'est des cabinets d'une taille moyenne de 10 collaborateurs. Il y a des cabinets de 5 collaborateurs, d'autres de 40 collaborateurs. Les logiciels que je choisis doivent être intégrables à la fois dans des petites agences et dans des grosses agences. Donc ça, c'est important. On peut plus se cantonner à se dire mon logiciel est bien pour ma petite boîte et puis si jamais je grossis, il faudra que je change de logiciel, quoi. Et ça, je pense que c'est pour recueillir un peu tes positions, se fixer comme ligne de conduite l'adoption des collaborateurs. Je pense qu'aussi pour revenir pour reboucler avec ce que disait Simon aussi au début, c'est un super bon pare-feu ou en tout cas un garde-fou qui est que ce qui est super important, c'est qu'est-ce que le collaborateur va faire de l'outil, quoi. Parce que sinon, nous les premiers, on va essayer de construire peut-être des choses pour dans 10 ans, 15 ans, mais demain matin, le collaborateur, quand il arrive sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait avec la machine? Qu'est-ce qu'il est capable de produire comme expérience client avec cette machine-là? Ça, c'est des points absolument essentiels. Et c'est toujours plaisant de voir que même dans des entreprises de 400 personnes, il y a un côté bon sens paysan de juste savoir comment on utilise l'outil par les collaborateurs finaux. Ça fait toujours plaisir à voir. Je regarde un petit peu le temps, on s'approche de la fin de notre webinaire. C'est peut-être l'occasion aussi de peut-être permettre aux personnes qui ont suivi ce webinaire de poser quelques questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez envie de poser des questions, vous devez avoir en bas un petit menu qui permet de faire des questions-réponses et on va les voir remonter au fur et à mesure. Et peut-être qu'en attendant ces questions-là, est-ce que parmi nos différents intervenants, vous aviez des éléments sur lesquels vous souhaitiez réagir, Yves, Rémi, Simon, Ronan, Nicolas aussi, peut-être si vous avez des choses à ajouter ou c'est aussi l'occasion des messages à transmettre à la profession. Alors, moi, j'en profite du coup parce que je peux faire une lettre ouverte effectivement au monde de l'IT, des administrateurs de biens. C'est que tout ce que vous avez dit est effectivement vrai. Je pense qu'il n'y a pas un seul administrateur de biens aujourd'hui qui ne se pose pas la question de se dire quel logiciel choisir, où est-ce que je vais. Alors, moi, je fais partie, il y a 2 écoles, convaincu que l'outil idéal, il n'existe pas. Ça, c'est clair. Il y a 2 problématiques. Il y a cette problématique effectivement d'intégration des outils. Moi, je peux paraphraser Ronan. Si jamais j'ouvre le matin plus de 2 logiciels, c'est que c'est déjà trop. Je veux concurrencer, faire face à cette complexification de l'environnement par de la simplicité interne. C'est vraiment ça mon objectif. Revenir sur les murs porteurs de notre métier. C'est vraiment l'essentiel du truc. Donc, il y a effectivement cette question d'intégration, comment est-ce que les logiciels peuvent intégrer en tant que tel. Puis une deuxième chose aussi qui est un mur et qui est une barrière pour nous, c'est comment est-ce qu'on change d'outil, comment est-ce qu'on construit une stratégie pour pouvoir migrer d'un outil vers l'autre. Encore une fois, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas toujours ce qu'on gagne, quoi. Donc voilà, c'est vrai pour le logiciel, je dirais de base qui gère la comptabilité et la gestion. C'est vrai pour l'intégralité des autres logiciels aussi, quoi. Donc ça, on a besoin d'accompagnement sur ces sujets-là. Merci. Écoute, ça sera relayé, puis il y aura une petite synthèse qui sera faite de la conférence, donc l'appel sera transmis. Est-ce que vous avez peut-être envie de réagir, Yves, Rémi, Simon, Ronan? Je ne sais pas s'il y avait des…
Moi, je rejoins Nicolas sur son sujet là, de l'expérience collaborateur et je voudrais qu'on insiste aussi sur la proximité client. Je pense que la profession, pour parler cette fois-ci non pas de l'IT, mais des professionnels de l'immobilier, elle a tout si elle veut récupérer du score NPS, il faut qu'elle retrouve de la proximité client et qu'elle offre aussi une expérience utilisateur à ses propres clients. Et donc, on est là il faut qu'on arrive à les aider à avoir des extranets ou des plateformes performantes pour gérer cette relation client. Moi, de mon côté, pour aussi conclure rapidement, la conviction que j'ai, c'est que demain, en fait, tout va se jouer autour de la donnée, la transmission, le partage de la donnée, comment est-ce qu'on est capable ensemble, les différents acteurs, de la fiabiliser, de l'exploiter, parce qu'en fait, on se rend compte, moi je vais parler pour l'état des lieux, la donnée qu'on récolte dans un appartement quand on fait un état des lieux, elle est monstrueuse. On est capable de la mettre à jour et comment on peut la partager à quelqu'un d'autre, comment on peut récupérer la donnée sur un DPE. Voilà, on va dire qu'aujourd'hui, le sujet actuel, c'est tout ce qui est transition énergétique. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être via l'interopérabilité transmises. Donc, c'est récupération de la donnée, fiabilisation de cette donnée, et puis mise à jour et puis exploitation. Ouais, je suis entièrement d'accord, Ronan. Effectivement, le sujet sous-jacent de cette interopérabilité, puisque je pense que le côté composite des solutions du futur de l'IT pour l'immobilier, il est à peu près acquis. Tout le monde avait l'air de converger sur ce point-là, mais ça implique effectivement des gros sujets, des gros chantiers, en tout cas chez les clients qu'on a eu la chance d'accompagner sur la donnée. Une réflexion sur la donnée, sur la qualité de la donnée et l'harmonisation des référentiels, c'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne, pour atteindre cette expérience collab et que ça rejaillisse sur l'expérience client. Ça, je pense que je suis convaincu de ça aussi. Ouais. Rémi, je ne sais pas si tu as envie de dire un petit mot. Ah bah non, mais je veux pas dire que je suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Je suis pas fou. Ah non, mais c'est sûr. Hein. On sait. Non, mais on le sait bien. Hein, je veux dire. Après, le truc, c'est que je pense que du coup, viser quelque chose d'idéal me semble toujours compliqué. Que migrer de logiciel sans imaginer que dans tous les cas, il y aura quand même un peu de bordel, c'est, je pense, se mettre le doigt dans l'œil. Donc après, le sujet, c'est comment maîtriser le risque. Hein. Enfin, je veux dire, parce que je pense qu'en gros, des risques et de la casse, il y en a. Ça fait partie du jeu, dans le sens où, après, comme dit Yves, étant donné qu'il n'y a pas de standard de données qui est posé, tout ce qui est bascule de logiciel, quel qu'il soit, ben, du coup, c'est compliqué. Donc chaque migration de logiciel a son lot de mauvaises surprises, je pense. Mais donc après, le jeu, c'est comment on fait pour minimiser les impacts négatifs et maximiser les bénéfices à basculer d'outils, etc. Mais bon, ça c'est. Je pense qu'on on est loin encore aujourd'hui d'être capable d'avoir des expériences confortables. Ça vient de notre profession, Rémi. C'est nous, les éditeurs, qui devons discuter entre nous, je pense. On perd plus de temps à ne pas parler entre nous que de... Non, tout à fait. Mais après, ce que je veux dire, c'est ce qui est sûr, c'est que tu fais... Il y a le sujet de la donnée de base de la copropriété, et puis après, il y a tout le sujet des outils annexes, on va dire. Enfin, moi, je qualifie comme annexe, comme on se positionne en ERP, donc en outil central. Tout ce qui est le front office, etc., où tu fais, bon, ben, quand tu bascules d'un outil à l'autre, forcément, qu'est-ce qu'on perd à basculer d'un outil pour basculer chez Inch ensuite, ou enfin, il y a des choses après qu'on maîtrise pas. On peut faire mieux, c'est sûr, sur la donnée de base de la copropriété, et déjà, ça permettrait au marché de mieux vivre. Mais bon, pour ça, effectivement, il faut se mettre autour d'une table, quoi. Ça va dans le bon sens. Une conférence comme celle d'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore quelques années, elle n'était pas forcément évidente à organiser. Donc déjà, je vous remercie tous d'y avoir participé, parce que c'était déjà prendre de votre temps, et puis surtout partager à livre ouvert vos réflexions et parfois des éléments que vous avez constitués au fur et à mesure de vos expériences. Mais je dis que cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu il y a quelques années parce que il n'y avait pas forcément l'état d'esprit, c'était pas forcément la dynamique en place. Là, on se rend compte qu'on est tous interdépendants. Si on suit ce Graal commun qui est la disponibilité de cette donnée, la valorisation de cette donnée, la valorisation du métier des administrateurs de biens derrière, je pense qu'on y a tous à gagner. Moi, je fais le vœu
ensemble arriver à augmenter encore les honoraires de nos clients. Ça sera peut-être notre plus belle réussite s'ils arrivent à monter, je ne sais pas, peut-être les accompagnements, les honoraires de copropriété à 300 € du lot. Je pense qu'on aura tous gagné. Pareil chez les gestionnaires locatifs, ça voudra dire qu'on a fait du bon boulot aussi. Donc, leur permettre de travailler sur des volumes plus importants. En tout cas, je tenais sincèrement à vous remercier pour cet échange-là. Je pense que ça a été très utile pour de nombreux professionnels qui nous ont suivis. Cette conversation, on pourra aussi la retrouver directement sur YouTube. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conférence de ce type-là. Merci Thibaut. Remercie. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée. Très bonne journée. Merci de l'invitation. Et ravi Au de revoir. vous avoir croisé tout le monde. De même. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.